Salut à tous, bienvenue dans le JTech, le JT 100% high-tech chaque samedi sur le web. Salut François Sorel. Bonjour Jérôme Colombin, bienvenue ici à Roland-Garros à l'occasion des internationaux de France de tennis. Et oui, la semaine dernière nous étions à Monaco, mais depuis cette fois-ci Roland-Garros, toujours au soleil. Le JTech est de sortie, car c'est vrai que Roland-Garros est le théâtre chaque année de démonstrations technologiques intéressantes. Et vous allez voir, il n'y a pas que les joueurs de tennis qui montent au filet, la 3D aussi cette année. Bon, l'actualité high-tech cette semaine, c'est aussi Facebook avec la polémique sur la vie privée qui continue de plus belle. Et puis on parlera des tablettes, ça y est, l'iPad est sorti en France, mais vous allez voir que d'autres constructeurs, et non des moindres, affûtent leurs armes. On verra aussi comment mieux contrôler, peut-être dans le futur, notre consommation électrique à la maison, parce qu'avec tout ce qu'on branche chez nous aujourd'hui, il faut quand même avoir un œil sur le compteur. Voilà, et puis on terminera par un déballage de produits high-tech, ce seront nos geekeries de cette semaine. Soyez les bienvenus, c'est le JTech. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Alors effectivement, on parle de sport cette semaine dans le JTech. D'abord parce que nous sommes de grands sportifs. C'est vrai, surtout toi Jérôme. Et puis surtout parce que Roland-Garros, traditionnellement, c'est une véritable vitrine pour les nouvelles technologies. Oui, et cette année, c'est la 3D qui explose ici à Roland-Garros. Pour en parler, nous avons avec nous Laurent Roussel. Bonjour Laurent. Bonjour François. Vous êtes le patron de Panasonic France. Quel est le dispositif que vous avez mis en place cette année pour Roland-Garros ? Alors cette année, pour couvrir le cours Châtrier, nous avons mis une petite dizaine de caméras 3D. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un laboratoire. Nous diffusons en 3D live. Vous pouvez recevoir chez vous, à la maison, via Orange, les matchs de cours Châtrier. Ces caméras seront livrées qu'à partir d'octobre sur les caméras professionnelles 3D. Donc c'est un vrai test pour nous et pour Orange et aussi pour la Fédération française de tennis qui a l'habitude de tester les nouvelles technologies. Et rapidement, on va pouvoir mettre ça sur le marché à la rentrée. C'est plus difficile de filmer en 3D un match de tennis ou n'importe quelle autre rencontre sportive ? Alors tout est plus difficile en 3D. Je crois que toute la production doit être retravaillée, réexaminée. Aujourd'hui, l'avantage de cette caméra 3D, c'est qu'elle a les optiques intégrées. Donc tout est fait automatiquement. C'est la première caméra 3D intégrée et ça va réellement faciliter toute la production, la captation des images, que ce soit pour le sport ou les documentaires. Alors, il y a des sports qui sont, j'imagine, plus 3D géniques que d'autres. Hein. Tiens, je viens peut-être de lancer un nouveau mot là. Le tennis est 3D génique ou pas ? Oui, bien sûr. Ce qui est important, c'est la prise de vue. À partir du moment où vous avez un plan avec le joueur et derrière, par exemple pour le tennis, le public, ça crée un effet incroyable. Vous avez le même effet, par exemple, pour les touches au rugby. Et également tout ce qui est mêlé, ça rend des effets incroyables. Alors il y a la prise de vue, puis il y a également la transmission, et ça c'est important parce que on envoie 2 fois plus d'informations numériques, il faut des gros tuyaux, quoi. Oui. Alors ça c'est une demande très importante. Aujourd'hui pour Orange, il faut la fibre optique pour pouvoir recevoir chez soi la 3D. Le satellite permet plus facilement de recevoir la 3D. Et puis également le câble, puisque nous avons signé un accord avec Numéricable au sein de la 3D HD Alliance, qui permet dès maintenant de fournir 15 mégabits par seconde, qui est largement suffisant pour fournir une 3D haute définition. Ça c'est très important. Le but de Panasonic, c'est de conserver et de ne pas dégrader la qualité d'image parce qu'on passe en 3D. Donc vraiment d'apporter aux consommateurs une 3D Full HD. Les écrans sont prêts, c'est-à-dire que là, toute la chaîne de l'image est prête. Vous retransmettez les matchs, mais si moi j'investis dans un écran 3D, je peux l'acheter, ça y est, c'est disponible ? Alors c'est disponible, toute la chaîne, comme vous le disiez, c'est très important. Et aujourd'hui, n'importe qui ayant acheté nos écrans peut voir Roland-Garros à la maison. En 3D. Et je crois même que la finale homme sera retransmise dans des cinémas. Hein. Alors bon, là c'est pas le téléviseur, mais c'est la 3D qui va toucher encore plus de monde via les salles de cinéma. Oui, alors ça c'est ce qu'on a fait en premier avec le rugby, avec France Télévisions. On a fait la finale du tournoi Destination, on a fait la finale de la Edge Cup dans une trentaine de cinémas. Ça c'était, on va dire, les prémices. Là ce qui est important, c'est qu'on est passé à une étape supérieure. Là on envoie en live tous les matchs de Châtrier du tennis en direct. Et ça c'est une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'on fournit déjà au consommateur chez lui en direct des émissions en 3D. Merci Laurent Roussel, merci pour la 3D à Roland-Garros. Et puis Roland-Garros, c'est aussi évidemment toujours en vidéo et toujours en retransmission sur les téléphones mobiles, n'est-ce pas François ? On peut suivre un certain nombre de matchs sur les mobiles, mais c'est pas si facile malgré tout parce que, eh bien, on sait qu'Orange est le partenaire exclusif de Roland-Garros. Tout à fait. Orange a été un peu dur sur ce coup avec ses partenaires, ses concurrents. Hein. Étant donné que Orange évidemment a raflé le partenariat exclusif, et Laurent, vous êtes peut-être au courant de cette histoire avec Roland-Garros et avec la Fédération française de tennis,
Si vous êtes abonné SFR ou Bouygues Télécom et que vous regardez par exemple, vous voulez regarder les matchs de tennis sur votre mobile, ça ne marche pas parce qu'en fait Orange a acquis l'intégralité des droits et même si vous pouvez recevoir France 2 ou France 3 ou les autres chaînes du groupe France Télévisions sur d'autres mobiles, ça ne marche pas parce que le débit, en fait le faisceau est coupé simplement parce qu'Orange a acheté l'exclusivité. Franchement, je crois que c'est l'une des histoires les plus ballot de cette année de Roland Garros quand même. Hein. Et on voulait la signaler quand même évidemment cette semaine dans le JTech. Pas facile de quitter Facebook. Vous faites peut-être partie de ceux qui, cette semaine, le 31 mai, avaient décidé de fermer votre compte Facebook. En tout cas, pas moi en tout cas. Hein. Non. Non. Mais toi, tu es un Facebook addict. Oui, voilà, sans doute, ça doit être ça, ouais. Voilà, journée mondiale pour quitter Facebook. Pourquoi ? À cause toujours des reproches qu'on fait à Facebook en matière de non-respect de la vie privée. Donc, une grande journée mondiale était organisée. Ouais, c'était la grande journée mondiale de la fumisterie quand même, ce truc-là, non ? Je sais pas si, en tout cas, c'est pas franchement un grand succès. Voilà, il y avait quelques dizaines de milliers de personnes qui avaient fermé leur compte en début de semaine. 35 000, 40 000 environ, par rapport aux 400 à 450 millions d'utilisateurs de Facebook, effectivement, c'est pas grand-chose. Mais moi, je trouve que c'est quand même l'occasion de poser le problème, clairement, de ce qu'on peut faire de mieux quand même pour préserver un peu notre intimité sur Facebook. D'ailleurs, un petit conseil, hein, si vous êtes un addict de Facebook ou si, par exemple, vos enfants s'inscrivent, parce que les enfants et les jeunes ados veulent de plus en plus tôt s'inscrire sur Facebook, tu en sais quelque chose, Jérôme Colombin ? Pas avant 13 ans. Pas avant 13 ans. Regardez bien si vos enfants s'inscrivent sur Facebook. En fait, tous les paramètres de confidentialité qui sont inscrits au démarrage de Facebook, lorsque vous vous inscrivez, sont quand même assez larges. Donc il est quand même plutôt préférable de décocher certaines cases qui renforcent encore un petit peu votre sécurité lorsque vous inscrivez sur Facebook. Ben voilà, c'est ça le problème. Et en fait, on aimerait bien un système, un profil hyper sécurisé par défaut qui puisse éventuellement être assoupli. Et ça, pour l'instant, Facebook n'est pas d'accord. Ouais, c'est plutôt le contraire, effectivement. Bon, cela dit, Facebook, malgré cette opération, reste le site numéro 1 mondial. Résultat du classement Google rendu public cette semaine. Premier site mondial Facebook en audience, que voulez-vous ? Alors c'est amusant parce que Google s'est auto-enlevé de ce classement parce qu'ils se sont dit, étant donné qu'on est quand même le moteur de recherche numéro 1, on va s'enlever. Ce qui est étonnant aussi à relever, c'est les sites français. On arrive bien loin quand même dans la liste. Les premiers sites français pour ce classement sont Dailymotion.com et puis le fournisseur d'accès Free.fr qui arrive avant tous les autres opérateurs. C'est quand même étonnant. Le JTech, le JT 100% high-tech, chaque samedi sur le web et comme d'habitude, je dirais, une petite page sur les tablettes internet parce que toutes les semaines, il y a du nouveau. Où est ta raquette, Jérôme ? Non, je parle de tablettes. Ah, pardon. Ce sera pour plus tard. Excuse-moi. Les raquettes tactiles, ça n'existe pas encore. J'arrive, il y a Nadal qui m'attend là. J'arrive. Les tablettes, donc iPad, 2 millions d'exemplaires vendus, chiffre officiel rendu public cette semaine par Apple. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire ? C'est toujours le rouleau compresseur qui se met en route. Oui, alors même si c'était pas l'euphorie lors de son lancement en France, Christophe Joly qui était avec nous nous a fait vivre ce lancement la semaine dernière. Mais bon, voilà, 2 millions d'iPad et puis on le disait tout à l'heure, ça donne comme... Au niveau mondial. Au niveau mondial, bien évidemment. On n'a pas encore les chiffres français, d'ailleurs Apple se garde bien de nous les communiquer encore. Mais bon, évidemment, l'iPad va avoir des concurrents. Pour l'instant, ils sont tous un petit peu à la ramasse, comme on dit, mais ils vont arriver, Jérôme. Alors, présenté cette semaine... alors, ça fait un peu les défilés des Miss France, là. Alors, le premier concurrent de l'iPad cette semaine Eh bien, c'est le iPad. Vous connaissiez le iPC. Espérons qu'il ne soit pas trop rigolo, parce que le iPad, ça commence mal, quand même. Le netbook, inventé par Asus. Oui. Asus récidive et va lancer une tablette. Alors, ce sera une tablette 12 pouces, donc plus grande que l'iPad, mais avec à l'intérieur Windows 7. Oui, et à noter que Asus a annoncé une autre tablette qui, celle-là, permettra de lire des livres électroniques en fait. Il y aura deux modèles, un qui sera plutôt dédié à la lecture, avec une autonomie accrue, etc. Et puis une autre beaucoup plus sophistiquée, celle dont tu parlais à l'instant. Autre tablette signée MSI, 10 pouces, Windows 7 également. Voilà, ça fait partie des choses qui vont arriver. Bon, est-ce que tu connais le Strek ? Oui, le Strek caché ? Non, le Star. Non, pas terrible celle-là. Ouais. Le Strek, c'est en fait la tablette tactile de chez Dell, parce que Dell, le grand constructeur informatique, prépare aussi son arrivée sur ce marché. Oui, ce sera donc une tablette beaucoup plus petite, qui fera à peine 5 pouces de diagonale et qui sera équipée du logiciel Android. Et puis, tiens, on va terminer par ces images assez étonnantes, Jérôme. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On dirait un iPad, ça a le goût de l'iPad, l'odeur de l'iPad. Mais il n'y a pas d'alcool dedans. Ça a la boîte aussi de l'iPad d'ailleurs, c'est le même emballage. Et c'est ça s'appelle iPad.
C'est quand même incroyable ça. C'est un faux iPad signé par les ingénieurs chinois qui sont décidément très forts. Voilà. Donc c'est une copie, c'est un clone, une copie presque conforme, sauf qu'à l'intérieur, évidemment, c'est pas du tout le macOS qu'on connaît sur l'iPad. Pas du tout. C'est de l'Android. Voilà, alors c'est quand même Android, hein. C'est pas un sombre système d'exploitation qui vient de je ne sais où, hein. Donc c'est Android. Alors bon, on le voit quand même sur ces vidéos, c'est un peu le mou du genou quand même, hein. On n'a pas la réactivité de l'iPad, mais alors le prix est étonnant, hein. Ça coûte 5 fois moins cher que l'iPad. 5 fois moins cher que l'iPad. Ça coûte ça ferait moins de 90 €. Voilà. Bon, si vous achetez un iPad sur les marchés, regardez bien qu'il y a un A à la place du E, parce que si c'est un iPad, c'est un faux iPad. Voilà, le JTech, toujours depuis le soleil écrasant de Roland-Garros, Jérôme. Hein. Il fait une chaleur. Hein. Et on va parler d'économie d'énergie maintenant. On a de la chance, il pleut tout le temps d'habitude. Oui, c'est vrai, là je ne sais pas ce qui se passe, mais dépêche-toi parce qu'il y a des nuages qui arrivent là, tu vois. Bon, avec tous nos joujoux high-tech à la maison, on consomme de plus en plus d'électricité. Comment limiter la facture, comment polluer moins? Les industriels commencent à y penser. Regardez ce que nous prévoit Intel avec cette espèce de tablette connectée, très jolie d'ailleurs, dont le but serait de superviser la consommation électrique de tous les équipements. Oui, parce qu'il y a quand même un scandale incroyable aujourd'hui, Jérôme, c'est qu'on n'arrive pas à savoir combien on consomme d'électricité en temps réel. C'est proprement fou. Eh bien, peut-être qu'avec ce genre de produit, tout ça va changer. C'est le directeur général d'Intel France qui nous en parle, qui nous présente ce produit. Vous pouvez avoir une idée très précise de ce qui est allumé chez vous en tant qu'outil électrique, la télévision, la machine à laver, les alarmes, enfin, etc. Et quand vous rentrez ou sortez de votre domicile, permettre de tout paramétrer de manière automatique et réduire au maximum votre consommation, votre empreinte carbone à domicile. Ça veut dire que à la tête de chaque appareil, il faut un petit appareil justement qui va envoyer les données de consommation électrique. Alors il faut pouvoir mesurer donc chaque appareil important électrique au domicile. Est équipé d'un petit sensor, d'un petit capteur de consommation électrique qui est dans ce cas-là centralisé sur l'outil et qui va présenter à un instant donné et en temps réel la consommation de tous les outils, de tout ce que vous avez actif, allumé à votre domicile. C'est un concept d'utilisation sur des technologies existantes. C'est aussi une tablette qui peut être utilisée par la famille pour laisser un vidéo mail quand vous sortez à votre épouse pour lui dire je rentre à 18h30. Donc tous ces concepts-là sont utilisés aujourd'hui sur Internet. Donc vous avez accès à tout ce qui est Internet, les prévisions de trafic, la météo, enfin, etc. Tout ça c'est du standard. Et la gestion de vos appareillages électriques à la maison, à travers une technologie WIGDI qui est utilisée en domotique, vous permet de mesurer et donc de centraliser toutes ces informations électriques, de les présenter pour une meilleure éducation de l'utilisateur. Voilà, un système très intéressant, mais rappelons qu'il est pour l'instant qu'à l'état de concept, hein, ça n'existe pas encore. Hein. Absolument. Alors on parle maintenant de ces petites choses qui nous font rêver. Regardez, ça a été montré cette semaine, un écran souple signé Sony. Bah oui, voilà, depuis le temps qu'on en parle, des écrans souples qu'on pourra rouler comme un journal. Bon, alors là, il faut dire que la taille est quand même encore toute petite, hein, à peine de 2,5 pouces. C'est grosso modo ce qu'on arrive à faire de mieux en taille d'écran souple, mais c'est déjà vraiment un début. L'épaisseur est de 0,3 mm, 16 millions de couleurs, c'est impressionnant. Rappelle-toi François, on avait vu ça déjà dans un salon. Oui, c'était au CES, je suis allé voir dans mes petites archives, c'était au CES 2009, donc il y a plus d'un an. Voilà. Hein. Mais je crois que la taille s'est agrandie. La taille s'est agrandie et alors là on commence à rêver, on imagine ce genre de choses, tapisser le mur de notre chambre, ça serait quand même incroyable. Hein. Magnifique. Toshiba prépare aussi quelque chose comme ça, avec une particularité pour l'écran souple de Toshiba, c'est que lorsqu'on le tord un petit peu, ça correspond à un clic, hein, donc ça permettra comme ça de valider, lancer des actions. Bon. Jérôme, c'est bien beau, mais tu sais que le gouvernement nous tanne avec ça, il faut manger et bouger. Enfin, bouger et manger un peu moins. Et alors, c'est bien beau de rester devant son canapé sur des écrans incroyables, mais il faut faire du sport aussi. Alors, et j'ai pensé à toi. Écoute, c'est le concept Mi Coach qui vient de sortir et c'est Adidas qui lance ça. Alors, c'est pour vous montrer, voilà, c'est très simple. Il y a plusieurs petits appareils. Il y a des fils partout. Voilà, c'est très pratique. Déjà, il vous faut 3 quarts d'heure pour l'installer. Non, alors ça, tu le mets autour de ton torse. D'accord ? Tout de suite là ? Oui. D'accord. Mais toi, tu vas te déshabiller ou... Non, s'il te plaît, quand même. Vas-y, explique aux gens. J'explique aux gens, vous les gens qui nous regardez. Qu'est-ce que c'est ? En fait, Jérôme est en train d'installer autour de son torse en fait un cardio-fréquence-mètre qui va capter donc son rythme cardiaque. Jérôme, il va falloir que tu mettes ça aussi sur ta chaussure en fait. Parce que ce truc-là, en fait, est un petit capteur qui va vous permettre en fait de calculer la vitesse à laquelle vous courez. Et vous allez comprendre à quoi ça sert tout ça. Parce que tous ces appareils vont discuter entre eux et grâce à
la technologie, eh bien, vous allez pouvoir avoir une voix virtuelle, robotisée, qui va parler dans votre Walkman, dans votre baladeur MP3, n'importe lequel, et qui va vous dire à quelle vitesse vous courez, à quelle fréquence bat votre cœur, et va vous dire si par exemple vous allez trop vite, c'est bon. Ouais. Voilà. Et alors c'est très important parce que tu sais que par exemple si tu veux perdre du poids en courant, il faut courir à une certaine vitesse sans trop se fatiguer. Eh bien cet appareil peut te le dire. Ça s'appelle Mi Coach, ça coûte une centaine d'euros. Il y a d'autres systèmes analogues qui existent chez Nike. Il y a aussi Philips qui a sorti un produit relativement similaire. Et puis rappelle-toi, les premiers à avoir innové sur ce segment, c'était Apple. Avec le petit truc avec le petit capteur qu'on mettait dans la chaussure. Voilà. Il me dit gifler votre partenaire. Non, mais ça c'est pas du sport. Quoique, ça peut être amusant parfois. Bon. C'est pas bien ce produit finalement, on va le jeter. Voilà, c'est la fin de ce JTech 100% high-tech et 100% sport cette semaine, enfin presque. Ouais, Jérôme, il faut que tu dépêches parce qu'on t'attend pour ramasser les balles là, sur le cours central. On compte sur toi? Oui, je vais aller voir les hôtesses. C'est le double féminin, donc c'est plutôt pas mal, t'as de la chance. Voilà, ce JTech est terminé, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à nous retrouver sur www.lachaînetechno.com pour toute l'actualité high-tech. Salut, bye bye. Bon, Jérôme Colombin, ouais. On a terminé ce JTech, mais tu sais qu'à la fin de ce JTech, il y a ton tour de magie internationale. Oui, mais alors que tout le monde attend. Ouais, cette semaine, je fais relâche. Tant mieux, allez viens on y va, alors c'est bien si tu fais relâche. Mais j'ai trouvé quelque chose, regardez ça. Zut. Trouvé sur le web un japonais qui fait des tours de magie avec l'iPad, c'est étonnant. Il est aussi fort que toi lui. Jérôme, c'est impressionnant, je crois que tu as trouvé ton maître. Là, ouais, j'avoue que c'est plus fort que moi. À la semaine prochaine, salut à tous.